moi, je serais même plus inquiété s'il n'y avait plus d'activité criminelle sur Bitcoin. Genre, ça serait que Bitcoin a raté. Donc t'as beau injecter toute l'électricité que tu veux, toute l'énergie que tu veux, si personne ne demande ton Bitcoin, il vaut 0. D'où vient la valeur de Bitcoin? C'est une bonne question. Et tous les projets, sans vouloir citer Ethereum et tous ceux qui essayent de copier Ethereum, oublient un truc, c'est que la proposition de valeur initiale, c'était la décentralisation, c'était de pouvoir échanger de la valeur de façon trustless. Et aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de construire par-dessus peut, dans 99,99% des cas, être remplacé par une base de données centralisée. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. Aujourd'hui, je suis à côté de méchants Waouh. bitcoiners maximalistes. Bonjour Victor, bonjour Alex. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Ça va bien, super. On est Vous dans un êtes- endroit incroyable. Ouais. Avec la vue effectivement sur Paris. Alors, je suis content de pouvoir échanger avec vous parce qu'on m'a accusé de anti-Bitcoin ou anti-crypto de manière générale, chose que je ne suis pas. J'essaye d'avoir un point de vue plus ou moins objectif. Il y a toujours une part de subjectivité dans nos croyances, dans nos idées et autres. Mais c'est vrai que j'ai invité des personnes qui étaient a priori anti-Bitcoin. Du coup, ça va être l'occasion, puisque vous me corrigez si je me trompe, vous êtes pro Bitcoin, mais anti-crypto. C'est ça, c'est bien résumé. Ouais. On va pouvoir en rediscuter. Comment vous pourriez vous définir vous-même concrètement? Mais pragmatique. Bitcoin, ouais, pragmatique. Il y avait un terme aussi, c'était Bitcoin minimaliste. Ok. En fait, parce que nous, en gros, notre histoire, c'est qu'on a quand même, comme on dit, nous, shitcoiné. Ok. On a touché aux cryptos, on est tombé dedans assez tôt aussi, quand même, en 2017. Ensemble, en même temps, un pote qui nous a parlé de Bitcoin et nous a dit, bah, j'ai mis un peu d'argent, vous devriez me suivre. Et on s'est dit, vas-y. Et en fait, on n'a pas du tout touché à Bitcoin. On Ok. est tout de suite tombé vraiment bien profond dans toutes les ICO, les arnaques, c'est ça. Et on a tout pris dans la tête et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus un sou. C'est bien pour démarrer les investissements. C'est ça. Heureusement, on était jeunes, on n'avait pas non plus beaucoup à perdre. Ouais, c'est C'est ça. l'avantage. C'est par contre, on a recommencé au deuxième cycle en 2021, 2020, 2021. Et là, on avait un peu plus d'argent. Ok. Et là, on a tout perdu. Ok. Parce que du coup, on n'a vraiment pas appris de la leçon 2017-2018. Et puis 2021, c'était violent, hein. Là, la bulle, c'était d'une violence inouïe avec la DeFi et tout. Et là, c'est surtout moi qui ai pris cher. Ok. Donc, grosse perte. Et c'est suite à ça où on a commencé à se maximaliser ou se minimaliser, selon le point de vue. Mais c'est vraiment un parcours et c'est ce qu'on a bien rappelé, c'est que généralement, tu n'es pas maximaliste. Il y a une Ok. histoire Tu le derrière. deviens. C'est comme Tu un le homme, deviens. tu ne nais pas homme, tu C'est deviens. exactement ça. Il y a un cycle. Non, il y a un cycle et c'est vraiment ce qu'on a remarqué au fil des discussions, c'est que tout le monde a un petit passif un peu compliqué. Faut se faire rect, généralement. Alors ça va être cool parce qu'on va pouvoir échanger sur ces sujets parce que moi je suis pas anti-Bitcoin mais je suis pas non plus maximaliste et j'ai tendance, pour être tout à fait honnête avec vous, à parfois ne pas aimer les maximalistes. Donc pourquoi? Parce que bah, c'est vrai que des fois ça peut être un peu c'est Bitcoin et rien d'autre. Mmh. Alors il y a des projets qui peuvent être intéressants et d'autres Mmh. projets qui effectivement sont de pure bêtises pour rester poli comme Terra Luna et tant d'autres. Mmh. J'ai pas forcément les noms en tête. Pour vous, premièrement, est-ce que le Bitcoin, parce que tout le monde à chaque fois c'est le vrai débat, c'est une monnaie? Oui. Oui, mais je pense que si on prend à T0 aujourd'hui, c'est plus, un projet de monnaie Ok. qu'une monnaie actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité, que ça nous plaise ou non, on peut pas payer notre baguette de pain avec bitcoin, en France, partout dans le monde. Cependant, pour moi, la seule condition qui fait que ce soit possible, c'est l'État. C'est la Mhm. réglementation. Aujourd'hui, si je peux pas payer ma baguette, c'est parce que l'État n'a pas reconnu Bitcoin comme monnaie légale en France, de manière générale. Après, c'est possible dans pas mal de pays. Donc pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est un projet de monnaie et que ça dépend surtout où tu te situes dans le monde. En D'accord. France, mais après, c'est vrai qu'à l'échelle globale du monde, on peut objectivement considérer quand même que c'est une monnaie dès lors déjà que parce que même alors tu nous corrigeras sur ce point peut-être, mais du point de vue du droit français, dès lors qu'un pays souverain reconnaît un actif comme une monnaie légale, normalement, du point de vue des autres pays, c'est censé être considéré comme une monnaie.
même du point de vue de la taxation. Donc, je trouve qu'en fait, c'est un flou juridique, mais pour moi, c'est une monnaie et elle en a toutes les caractéristiques, qu'on le veuille ou non. Mmh. OK. Si on récapitule, hein, les caractéristiques d'une monnaie: unité de compte, réserve de valeur, intermédiaire des échanges. OK. Donc après, on pourra débattre sur ce sujet. Je préfère prévenir avant. Je vais volontairement faire l'avocat du diable. Il y aura peut-être des choses avec lesquelles je serai d'accord, peut-être d'autres choses avec lesquelles je serai moins d'accord ou lesquelles je serai pas du tout d'accord. Mais je trouve que ça va être intéressant de Bien pouvoir sûr. échanger sur ces Mmh. sujets. Moi, je vous donne mon point de vue. C A priori, parce que je pense que tout le monde, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, on peut avoir des a priori et après, au fur et à mesure qu'on creuse, on évolue un petit peu nos croyances, et nos arguments peuvent changer. Hem, à mon sens, réserve de valeur sur long terme, c'est vrai que si on regarde effectivement, ça l'est. On peut dire que ça l'est. Unité de compte, bon, effectivement, on va avoir des satoshi pour un bitcoin, donc ça serait comme pour 1 €, on va avoir 100 centimes. Donc a priori, c'est également le cas. Et intermédiaire des échanges, effectivement, on peut réaliser des échanges avec. Maintenant, c'est la question de: est-ce que c'est une bonne monnaie? Mmh. C'est-à-dire que a priori, les caractéristiques, pourquoi pas? Bien que peut-être la réserve de valeur, elle peut être discutable dans le sens où, en principe, une monnaie n'a ni vocation à prendre de la valeur, ni vocation à Mmh. perdre de la valeur. Parce qu'on a la loi de Gresham qui dit que les mauvaises monnaies ont Mmh. tendance à éjecter du marché les bonnes monnaies. Parce qu'on voit le premier, si l'euro demain prenait plus 50% en un an, plus 100% en un an, je voudrais pas le dépenser l'euro. Je Mmh. préférerais le garder et dépenser une monnaie autre, mais qui perd de la valeur parce que demain, je vais pouvoir acheter moins de biens ou de services. Mmh. Euh, donc, ça peut peut-être se discuter, ce point-là. On va en Heu, discuter. ouais, on va pouvoir en discuter et quoi d'autre? Et par rapport au fait que, voilà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise monnaie? En fonction de si elle remplit plus ou moins bien ces 3 critères-là, alors après il y en a d'autres encore, hein, on pourra dire: «C'est une monnaie, mais de mauvaise qualité, c'est une Mmh. monnaie de très bonne qualité». Je veux bien qu'on en discute. Ouais, bah, déjà pour en revenir, la première question sur est-ce que c'est une monnaie? Pour moi, c'est vraiment un actif, qu'on est en train d'observer, qui est en train de se monétiser Mmh. et c'est quelque chose, en fait, qu'on n'avait jamais vu avant. C'est peut-être arrivé sur l'or, mais c'est arrivé, ça a mis beaucoup de temps. Il y avait pas internet, il y avait pas les moyens de communication, on pouvait pas voir, comment ça se passait et en fait, c'était complètement distribué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances entre l'or et Bitcoin. C'est que pareil, l'or, c'était distribué sur, l'ensemble de la terre. Mmh. Chacun avait un moyen de commencer à interagir avec et de se rendre compte: «Tiens, c'est super rare, en plus c'est beau, ça brille» et en final, c'est un peu la même chose avec Bitcoin. C'est que Mmh. chacun, en fait, de son côté, pouvait en miner et se dire, «Tiens, en fait, ça me demande de l'énergie, c'est quand même un moyen de transmettre de la valeur, il y a un truc sympa et en fait, c'est cette observation et cette, expérience de pensée que font tout le monde sur terre et bah, là, il y a la théorie des jeux qui arrive, les gens qui se disent: «Tiens, c'est rare, il y en a que 21 millions, peut-être que je l'accumule» et c'est toute là la beauté et en fait, on l'observe jour après jour et c'est une expérience, en fait, qui vit et qui perdure et par rapport sinon à la loi de Gresham, heu, pour moi, cette loi, elle est elle est à moitié vraie ou en tout cas, elle est vraie dans certains contextes et elle est dure aussi à analyser. C'est que tu peux te dire, la mauvaise monnaie chasse la bonne, mais en fait, c'est pour être détruite. Elle Mmh. la chasse dans un projet d'autodestruction. C'est que en fait, les gens l'utilisent, mais en fait, pour ne plus l'avoir. C'est plus Beh, ça. alors, du coup, ils la chassent pour ne plus l'avoir, mais ils vont pas l'utiliser pour justement respecter l'attribut d'intermédiaire d'échange, puisque mon but, ça va être de la «thésauriser» entre guillemets et de plus forcément l'échanger. Donc en fait, tu as une caractéristique qui est très respectée entre guillemets, c'est réserve de valeur, Mmh. mais qui détruit du coup la deuxième caractéristique qui est, intermédiaire des échanges parce que je ne veux plus l'échanger. Je sais pas si tu vois un petit peu, Si, si. ce que je Mais veux dire? mais mais c'est possible que, si, entre guillemets, «on t'oblige un peu à l'utiliser au début». En fait, comme avec des monnaies fiat, ce genre de choses. Alors que si, moi je veux être payé en monnaie dure et ben, en fait, au fur et à mesure, elle disparaît. Mais si, en fait, on m'oblige en permanence, à l'accepter, la mauvaise monnaie, oui, elle va perdurer un certain temps, mais en fait, elle va faire que baisser en pouvoir d'achat parce que moi, je vais m'en séparer pour, en fait, continuer à valoriser la bonne monnaie. Mmh. Mmh. Et je pense qu'on voit aussi, nous, on a tendance à le voir comme tu le présentes, du point de vue de celui qui a la monnaie et qui va la dépenser. Mmh. Il faut se mettre du point de vue du commerçant ou de la personne qui l'accepte, qui, elle, va peut-être à un moment ne plus vouloir de ta monnaie fiat qui est en train de disparaître.
C'est-à-dire que lui, il va se dire, bah, pourquoi j'irais me récupérer des euros qui valent de moins en moins alors que je peux être payé en Bitcoin? Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous, on le voit dans la communauté Bitcoin, le saint Graal, c'est d'être payé en Bitcoin. C'est une manière d'en accumuler. Et je pense que si on le voit de ce point de vue-là, bah, en fait, il y a tout qui tend à ce que la monnaie de merde, entre guillemets, disparaisse, mais il y a une fin. Et à la fin, s'il reste du Bitcoin, bah, on va finir par transacter en Bitcoin parce que, bah, en fait, les commerçants, les gens n'accepteront même plus d'être payés dans autre chose parce que bah, c'est la spirale inflationniste qui fait que bah, dès qu'ils vont recevoir du fiat, ils vont vouloir le dépenser. Mmh. Et au bout d'un moment, bah, il y a bien une fin à tout ça. Et OK. si rien n'arrive pour remplacer Bitcoin, c'est fini. Donc je vais poursuivre pour faire Vas-y. continuer l'avocat du diable. Donc ça veut dire qu'en gros la demande de Bitcoin tend à augmenter parce que la «qualité» entre guillemets, du Bitcoin, la bonne qualité du Bitcoin fait qu'il détruit en gros les monnaies fiat, les monnaies pourries, à quelque chose Mmh. près. Si je récapitule grossièrement. Donc la demande augmente en Bitcoin, mais l'offre, a priori, elle est limitée. Ce qui fait qu'elle va continuer à prendre de la valeur. Est-ce que la vocation d'une monnaie, c'est de prendre la valeur? Est-ce que c'est de stabiliser sa valeur? Ou est-ce que c'est de perdre sa valeur? Moi, je peux donner une réponse courte et tu vas peut-être rallonger, mais pour moi, en fait, pour moi, une monnaie, elle a pas à vocation déjà à perdre de la valeur et à fondre. Mmh. Enfin, moi et je pense qu'on est Oh bah, d'accord on est là-dessus, sur la d'accord. monnaie fondante, c'est pas un concept qui m'intéresse particulièrement. Du coup, la monnaie, en fait, elle va juste, entre guillemets, continuer à croître. Bah, après, on parle de Bitcoin aujourd'hui. La valorisation de Bitcoin est tellement ridicule aujourd'hui qu'à l'échelle d'une monnaie comme le dollar, C'est on est à sûr, ouais. des années-lumière. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on ait une volatilité de 100%, etc. Mais si on se projette et que Bitcoin grossit, 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 dans ce cas-là, déjà, bah, sa volatilité va réduire. Elle va continuer à prendre en valeur, mais en fait, elle va juste absorber, on va dire, la croissance mondiale, en fait. C'est l'économie mondiale qui va faire que Bitcoin va prendre un peu plus de valeur parce qu'on va extraire de la valeur, créer de la valeur dans l'économie réelle et mondiale. Et donc, c'est ce que Bitcoin va s'accaparer, vu qu'en face, l'offre de Bitcoin est désinflationniste et donc capée et limitée. Donc, et je trouve d'ailleurs qu'en plus, la courbe d'émission est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on a encore une certaine inflation, hein. C'est faux de dire que d'ailleurs Bitcoin est déflationniste aujourd'hui. Bitcoin est inflationniste à l'heure actuelle et Désinflation. désinflationniste sur le long terme. Donc, non, je pense pas qu'il y ait forcément besoin, pour en revenir à ce que tu disais, à ce qu'une monnaie perde de sa valeur. Et j'ai du mal à percevoir les soucis que ça pourrait entraîner. Pour moi, le problème, il est plus profond, c'est presque plutôt dans la question. Parce que, pour moi, en fait, c'est plutôt un peu, reprendre, bah, la théorie, de l'école, d'économie autrichienne et c'est, partir de l'action humaine, en fait. Qu'est-ce que les gens veulent avant de dire, qu'est-ce qu'une monnaie ou qu'est-ce qui n'est pas une monnaie? Mmh. Est-ce que les gens, ils veulent, quelque chose qui perd la valeur tous les jours ou non? Et ça va être quoi, en fait, leur réflexe, leur raisonnement et comment, au jour le jour, ils vont essayer de survivre? Et aujourd'hui, bah, moi, je le vois déjà dans mon raisonnement, à chaque fois que je reçois de l'argent, j'essaie tout de suite de le convertir dans quelque chose qui va me permettre de garder de la valeur. Bah, ça va être de l'immobilier, ça va être, je sais pas, de l'or, des actions, ce genre de choses. Et aujourd'hui, moi, c'est Bitcoin. C'est lui, en final, je me dis, sur le long terme, je suis encore jeune. Je me dis, je peux passer un cycle. Voilà, c'est 4 ans qu'on voit sur Bitcoin. Si je suis capable d'attendre 4 ans, je sais que je vais être dans le positif et que je vais pouvoir garder de la valeur. Et je me dis, en fait, ce raisonnement, tout le monde le fait. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui tombe dans le dans le terrain du lapin Bitcoin, qui commence à comprendre, souvent il en revient pas en fait. Mmh. Il se dit, il y a un truc qui est différent. Alors là, vous êtes en face du plus pro de l'école autrichienne. C'est-à-dire que j'ai fait mes études en grandissant avec les livres de l'école autrichienne de Ludwig von Mises, de Hayek, de Rothbard, de Jesus Guattari Choto en Espagne, OK. voilà, de tous les économistes autrichiens, parce que je suis un pro de l'économie autrichienne. Enfin pro, je suis pour, hein, pas Ouais. pro, Mmh. le professionnel Ouais. de l'école autrichienne. J'ai pas la prétention de dire que je suis le professionnel. Mais en tout cas, je partage énormément d'idées avec l'école autrichienne, hormis quelques petits points, la réserve 100 parce que je trouve ça une débilité profonde. Oh! Ah ouais, Parce ça. que c'est, en fait, c'est bon, on risquerait de faire une vidéo de 6 heures, mais on pourra en discuter hors enregistrement Ouais, et je vous dirai pourquoi. Et OK. d'ailleurs, s'il y a pour les personnes qui s'intéressent sur le sujet, il y a un très, 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 très bon économiste, espagnol qui s'appelle Juan Ramón Rayo,
qui est mon économiste favori, qui est de l'école autrichienne aussi, et qui détruit tous les arguments des 100%. Ah oui. Parce que moi aussi, je l'ai lu, Crédit, Argent et Cycle économique de Schwartz et Schoto, ou Ouais. de Rothbard, etc. Je les ai tous lus, ces livres-là. Donc, pour revenir au Bitcoin, parce que ça risque d'être trop long sinon. Donc, j'entends ce que tu dis, hein. La problématique qui se pose, c'est que, par exemple, dans le cas de l'or, souvent on associe le Bitcoin à l'or digital. Quand l'or prend de la valeur, comme le fait le Bitcoin par exemple, j'incite les personnes qui font du minage d'or, hein, comme les mineurs de Bitcoin, mais là, c'est là où il y a justement une différence. Les mineurs d'or, ce qu'ils vont faire, c'est que leur coût de production diminue. Forcément, en tout cas la marge va s'accentuer, c'est-à-dire que pour le même coût de production, ils vont extraire la même quantité d'or, mais qui a pris de la valeur. Donc leur marge augmente, ils sont incités à miner plus. Ce qui fait que comme ils vont extraire plus d'or par la suite, l'or va tendre à diminuer le prix de l'or. Et c'est ce qui s'est passé hein, historiquement, c'est-à-dire que chaque fois que le prix de l'or augmente, les mineurs creusent plus, pour ainsi dire, hein, ce qui fait que la quantité d'or augmente, et donc offre-demande fait que l'or rebaisse, et puis on est sur une tendance assez plate. Le prix de l'or a tendance à rester stable, en tout cas en période d'étalon or. Hein. Je dis pas aujourd'hui l'or a explosé, on n'est plus du tout en étalon or, donc c'est plus du tout les mêmes phénomènes économiques qui se produisent. Avec le Bitcoin, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire à l'inverse, mais en tout cas ce phénomène ne se produit pas, c'est-à-dire que si le prix du Bitcoin augmente, les mineurs peuvent être incités à miner plus, mais c'est la difficulté qui va augmenter pour venir compenser et donc pour rester à un bloc émis toutes les 10 minutes. Donc j'ai pas du tout ce phénomène qui se produit avec le Bitcoin comme avec l'or. Je sais pas si vous voyez ce que Si, ce si, que je veux Stock dire. and flow, quoi. Le stock and flow qui a tendance justement à être de mieux, enfin toujours meilleur pour le Bitcoin, Ouais. alors que l'or, a priori, en tout cas aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, il était plutôt stable parce que, comme je dis, quand le prix de l'or monte, les mineurs sont incités à miner, ce qui fait qu'après le prix baisse, etc., etc. Euh, Première, en tout cas, différence. Et deuxième grosse différence aussi, c'est que a priori, hormis le fait qu'il y ait une confiance supérieure dans le Bitcoin, n'importe qui, ça s'appelle les forks, peut venir calquer ou en tout cas améliorer, si on peut dire ça comme ça, ou copier le Bitcoin, ce qui avec l'or, en tout cas tous les chimistes nous le diront, les physiciens aussi, si je veux faire Ouais, mais alors ça, l'équivalent de l'or, ça va être compliqué. si je veux rebondir juste sur ce point-là, c'est que, ok, c'est très simple de faire un fork de Bitcoin. Après, il faut qu'il soit accepté. C'est que voilà, déjà, faut qu'il soit accepté et on l'a vu, on l'a observé assez facilement. Tous les forks de Bitcoin tendent vers zéro. C'est-à-dire que personne n'en veut et c'est très facilement vérifiable. Parce qu'aujourd'hui, tu m'envoies un Bitcoin Cash, je sais que c'est un Bitcoin Cash et que c'est Bien pas sûr, un Bitcoin. totalement. Par contre, falsifier de l'or, c'est beaucoup plus facile. Donc créer un fork de l'or, c'est compliqué parce que chimiquement, on peut pas le forker. Par contre, aujourd'hui, tu me mets du tungstène et tu me l'entoures Bien de sûr. l'or, va vérifier ça va te Voilà. coûter tellement Il cher. faut qu'il y ait une analyse derrière Mm. pour vérifier si c'est de l'or pur, etc., etc. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'à proprement parler, tu ne peux pas falsifier l'or. Tu peux lui donner l'illusion Ouais. d'un or similaire, mais Mhm. tu ne peux pas le copier. Chimiquement, c'est impossible. Enfin, en tout cas, c'est pas possible de copier l'or. Ouais, mais alors, je continue là-dessus. Tu peux copier Bitcoin. Si tu le copies à 100%, ça veut dire créer deux Bitcoins identiques, c'est plus un fork. Enfin, ça veut dire qu'en fait, si tu crées un fork, faut qu'il ait une différence. Bien sûr. Donc, en fait, c'est impossible de copier Bitcoin. T'es juste un autre nœud du réseau et t'as copié la blockchain. C'est ça. C'est que du coup, au final, Bitcoin est incopiable parce que dès lors que tu fais un fork, faut au moins qu'il y ait une micro-modification. Je sais pas, tu fais 21,1 millions, tu changes les règles de consensus, tu fais ce que tu veux, ou même tu rajoutes un commentaire dans le code, j'en sais rien. Mais tu es obligé de faire une micro-modification. Donc même atomiquement, ça reste différent, in fine. Ok. Et par rapport alors au prix de l'or et qui se stabilise. Après, le prix de l'or est assez manipulé par les banques. À l'époque, moi je parle à l'époque, on était sous Ouais. un étalon or. Et la question, c'est quoi? C'est la différence d'attractivité entre les Ouais. deux actifs? Quand le prix de l'or augmente, Ouais. les mineurs, en tout cas à l'époque, étaient incités à venir creuser et à miner plus, puisque leur marge augmentait, ce qui venait stabiliser le prix de l'or sur le long terme. Et c'est pour ça qu'en ce sens, qu'à mon sens en tout cas, l'or est sans aucun doute l'une, si ce n'est la meilleure monnaie qui soit. Alors après, on peut discuter par rapport, il faut que la monnaie puisse se déplacer dans le temps et de manière géographique. C'est vrai que géographiquement parlant, c'est assez limité.
D'où Très mauvais même. très La mauvais. mauvaise D'où vendabilité. l'invention de l'étalon or, puisqu'il y en avait une quantité de monnaie adossée à une quantité d'or. Mhm. Euh, et ça, par contre, l'évolution dans le temps sur le Bitcoin prend de la valeur, alors que l'or avait tendance justement en étalon or à rester stable. D'ailleurs, on le voit, la once d'or pour 100 dollars, c'était un certain montant. Mhm. Bah, pour moi, sur ce point, c'est plutôt que sur l'or, c'est cette fameuse diminution du prix, ce lissage. En fait, c'est grâce à l'évolution technologique en grande partie, parce qu'à chaque fois qu'ils sont capables de produire davantage avec moins, et puis après, il y a le prix qui augmente, mais tu es capable voilà, de profiter de l'évolution technologique du cerveau humain, de notre compétence, pour produire davantage. Et en fait, ça va pas se représenter, toi, dans ton pouvoir d'achat si tu possèdes de l'or. Alors que sur Bitcoin, comme tu sais que la quantité est limitée, que tu pourras jamais en produire plus, en fait, si le cerveau humain est capable de mettre en avant d'autres technologies qui permettent d'améliorer ton confort, de produire plus avec moins, et que ça se répercute sur toute la planète, bah toi, comme ton Bitcoin, il a pas bougé, tu t'es pas fait euh, comment on dit, dilué ouais, dans les autres possesseurs, bah, en fait, tu vas garder le même pouvoir d'achat par rapport aux autres, mais comme il y a plus de ressources, bah, tu peux acheter plus avec ce que tu as. Tu parles de déflation, en gros? Oui, au final, c'est la déflation. Alors, à la différence que tu peux très bien avoir de l'inflation avec une monnaie qui reste, a priori, son prix reste stable par rapport au reste des marchandises, si tu veux. Mm. Là, le Bitcoin, c'est question de prendre de la valeur. C'est-à-dire son prix. Alors après, on valorise toujours une monnaie par C'est ça. rapport à une autre monnaie ou une marchandise. Mm. Ce que je veux dire, c'est que nominalement parlant, ça reste stable, si tu veux. Et après, c'est en termes réels où effectivement, tu peux acheter plus de marchandises, etc. C'est-à-dire que l'or, par rapport au dollar, par exemple, resterait toujours stable. Et comme les prix diminuent, pour la même quantité d'or, je pourrais acheter plus de marchandises. Là, avec le Bitcoin, ce qui se passe, c'est que c'est le prix du Bitcoin, valorisé en dollars, hein. Alors après, est-ce que c'est le dollar qui parle de la valeur? Est-ce que c'est le Bitcoin qui en prend? Ça peut être un vaste débat. Mais c'est son prix qui augmente avec des marchandises qui restent stables. Et donc là, je gagne de la valeur, je gagne du pouvoir d'achat parce que le Bitcoin a pris de la valeur, pas Mhm. parce que les marchandises ont perdu. Le prix des marchandises a diminué. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux Si, dire. mais pour moi, il y a différentes phases dans le projet. Ok. Et là, on est dans une première phase, comme je disais, où on est en train de monétiser Bitcoin. Mhm. Et c'est pour ça que on va dire aujourd'hui, oui, Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Il y en a qui avancent ça déjà. C'est en train de devenir le cas, mais aujourd'hui, en fait, quand tu investis dans Bitcoin, tu investis dans le projet que ça devienne une réserve de valeur. Et en fait, tu prends le risque que ça le devienne pas, et c'est pour ça que l'investissement est intéressant. Et donc, tu profites de ces personnes au fur et à mesure qui comprennent et qui commencent à mettre leur argent, et du coup, la valeur augmente. Mais moi, en fait, ce que je te disais, c'était plutôt à partir du moment où bah, tu serais peut-être dans une hyper-bitcoinisation, qu'en fait, bah, c'est devenu cette fois l'unité de compte et que tout en fait est mesuré en Bitcoin. Et à partir de ce moment-là, bah, on arrivait à une sorte de point d'équilibre où bah, il y a un certain nombre de ressources pour un certain nombre de Bitcoins. Et ensuite, s'il y a du progrès humain, et bah, tu obtiens plus de pouvoir d'achat parce qu'on est capable de produire plus avec moins. Mhm. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ok. Mm. Je vais vous poser une autre question euh, parce que parfois j'ai la sensation, en étant moi-même de l'école autrichienne, que les personnes avec lesquelles je suis pourtant d'accord sur certains points rentrent en contradiction avec la question, enfin la réponse qu'ils me donnent à cette question. D'où vient la valeur du Bitcoin? Alors déjà, elle est pas intrinsèque, Ok. puisque bah, nous, enfin en tout cas même l'école autrichienne n'a pas débattu du sujet. Et pour nous, la valeur intrinsèque, elle existe que dans la tête des gens, quoi. Mhm. C'est comment tu valorises à l'instant T dans un environnement enfin bon, voilà quoi. D'où vient la valeur de Bitcoin? C'est une bonne question. C'est vrai je, que je peux suivre. Bah, en fait, comme il l'a dit, en fait, ça dépend de l'individu. Du coup, chacun valorise Bitcoin en fonction de ses besoins. Ok. Et bah, aujourd'hui, moi, par exemple, je vais me dire, sa valeur, elle est quasiment inestimable. En fait, chacun en fait fait son projet de valorisation. Et moi, je me dis, bah, Bitcoin,
à terme, si le projet fonctionne et je lui donne beaucoup de chances de fonctionner, en fait, on tombe dans une hyper-bitcoinisation et bah, tu divises le nombre de ressources par le nombre de bitcoins et tu as à peu près sa valeur. C'est un truc de dingue. Et pour moi, bah, du coup, c'est plusieurs millions, peut-être voire des milliards, j'en sais rien à terme. Et ça, c'est mon projet. Du coup, moi, c'est Ok. comme ça que je le valorise. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, il y a un énorme premium à aller chercher. Et je me dis, bah voilà, 67 000 aujourd'hui, 60 000, c'est rien. Du coup, j'en achète jusqu'à ce que ça, pour moi, atteigne la valeur que ça devrait avoir, Ok. tant que j'arrive à trouver de l'argent. Et après, bah, en fait, chacun va faire son estimation comme ça. Faites Et des dons, comme ça il peut en rester encore plus. Et pour moi, voilà, c'est ça la valeur. Et après, il y a une autre personne, je sais pas, qui va avoir d'autres besoins. Moi, c'est plutôt la réserve de valeur aujourd'hui. Ok. Mais après, c'est aussi une assurance en cas de, je sais pas, montée du totalitarisme, la baisse de ma liberté dans mon pays. Et je me dis, bah, si j'en ai, bah, ça va être une super assurance. Je vais pouvoir m'expatrier sans qu'on me bloque mes comptes. Et par exemple, quelqu'un d'autre, je sais pas, au Salvador, ça va être pour, enfin, c'est la rémittance, là, quand tu envoies ton argent et que tu travailles ailleurs et que Mm. tu fais partie de la C'est la diaspora. remessage en espagnol. Ouais, c'est ça, je pense que c'est en fait, c'est exactement ça. C'est qu'au final, la valeur étant subjective, Mhm. je pense qu'on trouvera, bon, j'allais dire pas deux personnes qui ont la même valorisation de Bitcoin dans le monde, si largement, mais chacun a son appréciation. Et au final, la valeur, bah, c'est ce que chacun lui attribue. Et c'est ça, nous en tant qu'Occident, Européens, en plus qui ont un niveau de vie assez élevé, nous, voilà, c'est entre guillemets, moi, selon moi, c'est voilà l'actif aujourd'hui où l'asymétrie de risque est la meilleure. C'est-à-dire que, ok, il peut aller à zéro, il y a une probabilité pour moi qui est plus que marginale. Par contre, son prix tend vers l'infini. Donc aujourd'hui, j'ai pas de plafond et j'ai un plancher que j'arrive à identifier. Je me dis, bah ok, je peux faire entre guillemets all-in dessus. Après, quelqu'un va peut-être avoir un raisonnement plus conservateur et va peut-être être moins, pas leverage dessus, mais moins investi. Et demain, bah voilà, un Africain au Nigeria qui se voit imposer une MNBC qui fond comme neige au soleil, qui peut pas transporter de l'argent comme il veut, bah il va utiliser Bitcoin peut-être pour son aspect incensurable, la vente, son aspect réserve de valeur, ou peut-être même les deux. Et voilà, et dans chaque pays du monde, chacun lui attribuera la valeur qu'il veut. Et du coup, ouais, en fait, dire la valeur de Bitcoin, je trouve qu'en fait, c'est prétentieux. C'est pour ça peut-être que j'ai pas trouvé la réponse à ta Ok. question initialement. C'est que c'est ma persuasion complètement subjective de la valeur de Bitcoin et chacun lui attribue une valeur. Et tant qu'on est tous d'accord pour dire que bah, c'est le prix, enfin, du coup, le prix et la valeur sont pas les mêmes choses, mais tant qu'on est tous d'accord sur ça, bah, pour l'instant, ça marche. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent la valeur du Bitcoin provient entre autres de sa consommation en électricité, en tout cas de l'énergie qui est derrière? Ça participe à sa valorisation, dans le sens où c'est connecté au réel. Mhm. Donc il faut une consommation électrique. Par contre, pricer Bitcoin que par sa consommation électrique, je pense que c'est du bullshit parce que je crois qu'aujourd'hui, un Bitcoin, c'est quoi? C'est 25 000 dollars, hein, son prix de. Enfin, Je après, crois que ça dépend du prix de ça dépend, ça dépend de ouais. l'électricité, mais un prix de l'électricité moyen, quand on dit 5 centimes du kilowattheure, je sais plus c'est combien exactement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 50 000. Hein, Ah, c'est 50 ouais. 000, ouais, ça. Ouais. Et- Bah, après, c'est la moyenne globale. Il y a des oui, endroits, après ça ça se trouve, dépend c'est du 15 000. du prix de l'électricité, Mm. etc. Mais qu'est-ce que... Parce qu'il y a des personnes qui disent, par exemple, ça participe en tout cas à la valorisation du Bitcoin. Selon vous, c'est vrai ou pas? Bah, il y a eu au début des modèles d'estimation de combien devait coûter un Bitcoin qui étaient extrapolés bah, du matériel que tu devais acheter, de l'électricité que tu consommais, et ça permettait de se dire voilà, on part là-dessus et c'est le modèle de valorisation. Et au final, c'est un peu comme des prophéties autoréalisatrices. C'est que si tout le monde partage la même modèle de valorisation, au final, au fur et à mesure, ça va suivre cette tendance. Ok. Mais je pense que ça marche bien au début quand t'as rien d'autre. Mais aujourd'hui, bah, ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui viennent compenser ça et qui viennent s'ajouter. Et ça y participe ou pas? Mais je pense que ça y Ouais, ça participe, participe, ouais. ouais, ouais. Ok. Ouais. Ah, parce que c'est une... Ouais. Ah oui. Ouais, Ouais, ouais. parce que c'est une propriété. Genre, si tu l'enlèves déjà, pour moi, il a déjà plus de Il vaut valeur, en zéro fait. déjà. Ok. Ouais. Sûr. Ouais. Sinon, c'est Ouais. proof of stake, c'est Mais là, je pense que Ethereum là, il y a et, une question piège qui Ah bah arrive oui, après. c'est une question piège. Parce et que... Ethereum pour rien. Peut-être, je suis Non, pas je trop déconne. Ethereum. Parce que finalement, bon, ça, vous avez quand même un raisonnement qui diffère un petit peu dans le sens où vous dites non, mais c'est quand même une valorisation subjective avec laquelle je suis assez d'accord. C'est-à-dire, a priori, moi, je valorise l'eau de manière subjective parce que là, je peux boire de l'eau, je suis dans le désert, je vais le valoriser beaucoup plus. Donc, ça va dépendre aussi de plein de caractéristiques et de situations différentes. A Mm. priori, une personne qui se trouve en Argentine valorisera peut-être plus l'or, le bitcoin, le dollar que nous en Exactement. zone euro
parce qu'on a beau critiquer l'euro, mais c'est quand même mieux géré que le peso argentin, par exemple. Par contre, j'aime pas du tout l'argument consiste à dire le Bitcoin, la valeur du Bitcoin dérive entre autres ou en totalité de sa consommation énergétique qui vient en fait faire jouer comme un rôle de backup de la valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, et souvent ces personnes se disent libertaires. Alors moi, je me dis libéral libertarien, pardon. Et ces personnes-là, elles se rendent pas compte qu'elles tombent dans la théorie marxiste qui consiste à dire la valeur Du travail. de un bien, d'une marchandise, dérive de la quantité de travail à l'intérieur pour fabriquer cette marchandise. C'est complètement débile. S'il y a personne qui demande ce bien-là, ta valeur, elle est zéro. T'as beau y mettre tout le travail que tu veux, ta valeur, c'est zéro. Donc t'as beau y injecter toute l'électricité que tu veux, toute l'énergie que tu veux, si personne ne demande ton Bitcoin, il vaut zéro. C'est pour ça que je pense que nous, on insiste vraiment sur l'aspect que c'est une feature qui le valorise, plus que c'est un modèle de valorisation où on va se dire j'ai mis tant d'énergie donc il vaut tant. Mais par contre, la feature de backer en fait de la monnaie par l'énergie, ça c'est valorisable, mais alors que ce soit difficile oui, créer de la monnaie, c'est ça. Pour la valoriser, j'entends et je suis d'accord. C'est exactement ça. Par exemple, c'est difficile de miner de l'or. C'est ce qui en fait entre autres sa valeur, parce que si c'est facilement reproductible, si c'est facilement l'émission est facile et rapide, sa valeur perdra en valeur. Waouh. Par contre, dire comme certains disent, la valeur du Bitcoin dérive de la quantité en énergie intérieure, putain, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Non, 100% d'accord. 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que vraiment moi j'insiste sur le fait que c'est vraiment la feature de la rareté, mais tu peux pas dériver le prix d'indexer le prix du Bitcoin sur la difficulté le fait que ce soit produit à partir aux grandes dames de Marx. On n'est pas hyper amateur de ces théories malheureusement. Et que grosso modo c'est le travail qui est contenu dans on a eu vent de ces théories, mais on n'est pas hyper d'accord. Des trous dans le sable, ça peut valoir très cher. Alors là, on est sur Keynes, on va effectivement creuser, y foutre des billets à l'intérieur, et puis on va après reboucher, recreuser. Ça marche depuis 50 ans. Ouais, ben bon. Ok, une question aussi qui peut être intéressante, et là, pour ne pas le nommer, c'était notamment Philippe Béchat qui est intervenu sur la chaîne. J'ai pas forcément réagi, mais ça sera l'occasion, je vous laisserai réagir du coup en différé, qui disait par exemple que aujourd'hui le Bitcoin, c'est un petit peu... Alors, je veux pas déformer les mots parce que j'ai pas les mots exacts, donc regardez la vidéo, mais qu'en gros, il y a BlackRock qui est derrière, parce que comme il y a eu l'ETF Bitcoin, et que le minage aujourd'hui est effectué aux États-Unis, en grande partie, il y aurait peut-être les États-Unis, et j'ai même, et là je le salue, un ami Tom Benoît, on a pu échanger hier d'ailleurs, qui disait qu'en fait c'est peut-être la Réserve fédérale qui est derrière le Bitcoin. Qu'est-ce faut mettre le même, on connaît cette théorie de Jean Dujardin. J'ai entendu cette théorie. En fait, alors pour répondre à Monsieur Benoît sur cette question, quand bien même ce soit vrai, en fait, le débat du sujet, c'est un peu, en fait, on s'en fout parce que personne ne sait. Moi, je peux te dire que c'est un tel, lui va me dire que c'est ça, et personne peut prouver et démontrer par A plus B que c'est vrai. Donc en admettant qu'il a raison, ça change rien. C'est juste bravo la NSA. En vrai, vous avez fait un truc top. C'est qu'aujourd'hui, la NSA, quand bien même il les crée, ou c'est la NSA, ou je sais plus. Non, il avait dit que c'était la Réserve fédérale. Bon, il y a aussi la théorie comme quoi c'est la NSA, ou peut-être un mix de tout. Le Deep State. Ouais, voilà. C'est QAnon. Non, mais, et alors? Ça ne change rien. À moins, en fait, il y a, on va dire les backdoors sont visibles, tout est visible, donc ils ont juste mis à disposition un outil de malade mental. Donc même si c'est eux, au final, merci. Pour moi, ça se résume vachement bien avec l'explication que Bitcoin, c'est pas une invention, mais c'est une découverte. Et que, en fait, c'est comme si tu disais, ouais, c'est la NSA ou la Réserve fédérale qui a découvert la roue. Surtout, ne vous approchez pas de la roue, ils vont en profiter pour, je sais pas, réussir à vous taxer parce que vous utilisez une voiture avec des roues. Pour moi, c'est le même niveau d'incompréhension. En fait, là, on a affaire à c'est juste de l'information. En fait, Bitcoin, c'est juste du code qui est open source que chacun décide d'implémenter, de faire marcher sur son ordinateur. Et après, libre à lui de regarder s'il n'y a pas des problèmes dedans, si on n'est pas en train de lui mettre à l'envers.
Aujourd'hui, bah, il y a l'équivalent de combien 1 trillion de dollars dessus, des pays qui s'aiment pas, qui l'utilisent, Mmh. et chacun va aller vérifier en fait que le code est bon ou non. Et est-ce que ils vont se faire avoir justement par la réserve fédérale ou non. Et pour moi, bah, je pense que le test a été fait. Mmh. OK. Et pour peut-être rebondir sur le début de ta question avec BlackRock, prise du contrôle du mining, et cetera. On a fait un space, enfin un live, sur le sujet au moment où c'était sorti, qui était vraiment pas mal là-dessus et on en est arrivé à une conclusion assez simple. C'est qu'en fait, il y a un tel désalignement à l'échelle mondiale des intérêts et parce qu'aujourd'hui alors, il y a une partie du mining qui est aux États-Unis, c'est Mmh. réel, hein, mais il y a pas plus de la moitié du hash rate, donc de toute la puissance de calcul qui est concentrée aux États-Unis. Quand bien même ce soit le cas, il y a aussi le rôle des pools, bon, voilà. Donc déjà, même si les États-Unis demain disaient on nationalise toutes les entreprises de mining et on s'accapare tout le hash rate, déjà il faudrait des moyens colossaux, Mmh. il faudrait déployer l'armée, parce que c'est physique. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les fermes de mining, c'est physique. C'est pas comme sur Ethereum, je suis désolé. C'est pas juste des serveurs où on peut le faire via une ligne de commande et c'est fait. C'est qu'il faut se déplacer, il faut prendre le contrôle et il faut agir. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Et quand bien même il le ferait aujourd'hui, ça changerait rien. Qui plus est, c'est ce que Victor a dit, aujourd'hui, il y a des pays qui s'aiment pas, qui sont impliqués là-dedans. Et nous, d'un point de vue occidental, on a du mal à l'entendre, mais aujourd'hui, la Russie est un gros acteur du mining, la Chine aussi, et ils tendent, et ils sont pas sur le déclin. C'est-à-dire que le monde entier est quand même en train de se dire, bah tiens, pour générer un revenu sur mes infrastructures électriques, le mining, c'est hyper utile. Donc j'ai tout intérêt à mettre en place du mining. Et donc, au final, c'est le principe même de la décentralisation. Et BlackRock, alors qui a un ETF, posséder du Bitcoin n'a aucun effet sur le protocole. Ça, c'est la question, Mmh. elle est vite répondue. On est d'accord. Tu peux posséder 99% de la supply, ça change rien. Et ils confondent effectivement un nœud avec, une Voilà. personne qui posséderait, Voilà. Et de toute façon, quand bien même les ETF s'accapareraient de la supply, on est très loin qu'ils s'accaparent 99%, parce que bah, à la limite, là, on pourrait commencer à se poser des questions. Là, c'est quelques pourcents. Et puis même si tu possèdes plus de bitcoin, c'est pas parce que tu as du bitcoin que tu manipules la blockchain. tu peux rien faire. Non, il y a notamment Ludovic Lars qui en parlait sur Twitter, qui a écrit un livre récemment, L'élégance de Bitcoin, Mmh. et qui mettait en avant le fait que s'il y a quand même un acteur en particulier qui est capable de mettre la main sur énormément de Bitcoin, Mmh. et dans lequel vont se passer la plupart des échanges économiques, euh, tu peux quand même avoir une très grosse influence sur le protocole et sur choisir en fait quelle est la bonne chaîne. Parce que si demain il y a un fork et que c'est toi qui possèdes les bitcoins et que les utilisateurs te font confiance Oui, OK, pour choisir la chaîne, en je fait d'un vois, ouais. coup tu peux switcher et dire bah non, on arrête d'utiliser la version un peu open source sympa, on part sur l'autre. Dans ce cas de Et figure, voilà. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au quotidien, hormis influencer le prix, si tu commences à Ouais. à Mmh. à à tout vendre, ton influence, elle est quand même assez minime, hormis cas de Mm. figure, exceptionnels Ouais. comme tu disais. Heu, Et au niveau du coup, juste pour finir sur le mining, du coup, il y a un tel désalignement d'intérêts entre la Russie, la Chine, les États-Unis et tous les pays qui minent que, en fait, c'est une hérésie de penser que demain, un État peut comme ça, en claquant des doigts, s'accaparer 51% de la puissance de calcul. Et si ce serait via la production de nouvelles machines, faut pas oublier qu'il faut doubler le hash rate actuel. Si on veut partir de aujourd'hui, j'ai 0%, je veux faire une attaque à 51%, faut que je double plus 1% la puissance actuelle. mmh. Ce qui est colossal, hein. Les gens se Mm. rendent pas compte à quel point c'est infaisable. OK, et un autre argument qui est régulièrement mis en avant, et sur lequel par contre là je peux partager plus ou moins, ce point de vue. A priori, le bitcoin, vous me corrigez si je me trompe, a été créé pour, s'opposer on va dire au système financier traditionnel. Après 2008, d'ailleurs, on a Satoshi Nakamoto, la personne ou le groupe de personnes qui se trouve derrière, qui a inclus dans le premier bloc, un message Mmh. subliminal avec, je crois que c'est la banque Lloyd, je sais plus, enfin, un nouveau sauvetage, la banque Mmh. centrale sauve une nouvelle fois, cette banque et donc effectivement qui s'oppose à la monnaie fiat, a priori et le système financier, on va dire, traditionnel. Mmh. Or, aujourd'hui, on a une adoption du bitcoin, notamment par les institutionnels, notamment avec l'adoption, de l'ETF bitcoin par la Securities and Exchange Commission. Mmh. ETF, soit dit en passant,
qui, à mon sens, est une grosse débilité, parce que si tu veux investir dans le Bitcoin, bah, achète du Bitcoin plutôt que d'acheter un ETF. Sois propriétaire de tes Bitcoins plutôt Mmh. que propriétaire d'un ETF. Et qui finalement va, certes, peut-être permettre à ce que de plus en plus de personnes connaissent le Bitcoin Mmh. ou l'adoptent, parce que c'est vrai que si on veut vraiment être propriétaire de ces Bitcoins, alors il y a plein de solutions aujourd'hui, et peut-être que les gens ils comprennent pas forcément comment fonctionne un ledger, comment Mmh. fonctionne une adresse publique, privée, la chaîne de Bien mots, sûr. etc. Et qui n'ont pas forcément envie de s'intéresser. Et auquel cas, je dis, bah, intéresse-toi-y, parce que généralement, quand tu fais quelque chose ou quand tu investis dans un actif, il vaut mieux comprendre où tu mets ton argent. Mmh. Mais finalement, qui permet à ce que la valeur du Bitcoin prenne de la valeur en plus ou moins grande partie, hein, je sais pas à quelle hauteur, Mmh. est-ce que c'est 1%, 10%, 50%, 100%, je sais pas. En tout cas, qui peut avoir une influence sur le prix du Bitcoin parce que les institutionnels, Mmh. qui sont quand même la représentation de base de la finance traditionnelle, adoptent cette crypto-monnaie. Tu veux y aller ou ça marche? Vas-y, j'ai l'impression que t'es Défonce mon prêt. argument, hein. Non, j'ai des contre-arguments, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Déjà, j'ai du mal avec Bitcoin a été créé pour. Au final, c'est un Mmh. outil Oui. et on en fait ce qu'on veut. Et si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va l'utiliser pour son aspect, alors je déteste ce mot spéculatif dans le sens où on a une espérance d En on vrai, pareil, c'est un pas d'argument. Spéculer, tu spécules toute ta c'est vie, ça, donc C'est ça. voilà, donc c'est pour ça que je déteste ce mot, mais nous, on va le voir, voilà, c'est un moyen d'être riche dans 10 ans. Voilà, on va faire très simple. Aujourd'hui, donc moi, par exemple, de mon point de vue, je comprends très bien Bitcoin, donc oui, pour moi, c'est une aberration d'acheter l'ETF. mmh, Mais je prends l'exemple de mon père ou de mon grand-père ou de mon oncle. Eux, peut-être que si la seule caractéristique de Bitcoin qui les intéresse, c'est number goes up, c'est le prix, peut-être que l'ETF est adapté pour eux. mmh. Et donc, pour eux, c'est un outil qui leur correspond. Après, moi, personnellement, je ferais tout contre. Donc oui, Bitcoin, déjà, a pas été fait pour. Enfin, il y a eu une idéologie, mais après, chacun en fait ce qu'il veut. Mmh. Et c'est vrai pour tous les débats d'ailleurs qu'il y a sur Bitcoin. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait que les gens, bah, vont peut-être maintenant acheter de l'ETF par rapport à acheter du Bitcoin, via le système de clé privée, donc du Bitcoin on-chain. J'ai envie de dire, c'est après la liberté de chacun. C'est que moi, je commence à de plus en plus me dire: «C'est la responsabilité individuelle qui est engagée». Si certains achètent du Bitcoin juste via une exposition via l'ETF et qu'un jour ils se rendent compte qu'ils ont été saisis, qu'ils sont soumis à une réglementation de l'État qui va passer la flat tax de 30 à 45 et que du coup, bah, ça va s'appliquer à leur Bitcoin, c'est leur problème. Et faut que les gens soient au courant, faut qu'ils le sachent, mais après, bah, c'est chacun sa merde. Il y a un moment, c'est des outils qu'on met à disposition, ça va pas dénaturer Bitcoin pour un sou. Maintenant, c'est aux gens de se renseigner, de savoir ce qu'ils achètent. Et j'ai quand même pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui un flou qui soit entretenu quand on te dit oui, tu achètes un ETF, tu possèdes du Bitcoin. C'est qu'après, bah, les gens, comme tu l'as dit, doivent se renseigner sur ce qu'est le véhicule de l'ETF, qu'au final, tu possèdes un bout de papier qui t'expose au prix du Bitcoin, et que si demain l'État décide que c'est plus ton bout de papier, entre guillemets, ça peut arriver. Mais voilà, moi pour moi, il y a aucun souci et c'est que du positif. Est-ce que ça irait pas en contradiction avec le fait que, bah, le bitcoin est censé être une monnaie? Finalement, en achetant un ETF, tu n'as plus de monnaie à proprement parler, sans compter je te donne un exemple. Aujourd'hui, c'est comme si on avait des ETF sur des paniers de devises ou sur l'euro. Est-ce qu'on pourrait considérer Bah, il y a des en soi, il y a des alors c'est pas des ETF, mais tu as des placements monétaires où tu vas acheter de l'euro, où qui vont te mettre à la Fed, sur lequel tu vas toucher le taux directeur. alors par contre, c'est jamais placé en liquidité. C'est-à-dire que Ouais, c'est placé en papier commercial, c'est placé ouais. en obligation à très court terme, 1 semaine, 2 semaines, Mmh. 1 an, mais Oui, jamais mais dans parce la que liquidité. c'est une feature intrinsèque à la monnaie fiat, c'est que tu peux pas faire ça sur Bitcoin en même temps. Donc Bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu le même. ça pour si tu me dis, c'est par exemple une obligation libellée en bitcoin, Mmh, pourquoi pas? Je te dirais. Là, par contre, c'est dans le bitcoin. C'est-à-dire que tu aucun, ouais. après peut-être que je me trompe, hein, mais à ma connaissance, tu aucun ETF sur l'euro, par exemple. Ouais, mais Mmh. t'as un ETF sur l'or. Voilà, Et, tu un et, ETF sur l'or. et au final, pour moi, voilà, Bitcoin, c'est une monnaie Alors marchandise. en réalité, tu pas d'ETF sur l'or. C'est ce qu'on Ah ouais? appelle des ETC, c'est Ah, Exchange Traded Commodity, c'est du Mmh. papier, en fait, c'est des futures sur l'or. Mais jamais, parce qu'en fait, ça existe, enfin, C'est pas du spot, ça quoi. ça peut le faire aux États-Unis, mais en Europe, c'est interdit avec la réglementation UCITS. Si le fonds est pas suffisamment diversifié, bon, si tu es exposé à 100 sur de l'or, t'es pas diversifié a priori, mmh. donc c'est pas un ETF et là, en plus, les risques
notamment de contrepartie, sont différents par rapport à un ETF classique où là, tu es vraiment propriétaire et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais un ETF sur le pétrole, ça n'existe pas, un ETF sur l'or, ça n'existe pas. C'est des Exchange Traded Commodities. Ça peut être des ETN, des ETC ou des Mhm. ETI, mais pas des ETF. Ok. Mais sinon, par rapport à la question de base de est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait que Bitcoin soit aujourd'hui accepté dans Perds tes mots. dans le système, la finance traditionnelle, euh, genre au tout début, comme tu le disais, quand Bitcoin a été créé, il y avait écrit dans le premier bloc, Satoshi Nakamoto, l'inventeur, dont on ne connaît pas l'identité, avait mis une inscription avec en fait le titre du journal de l'époque, qui était il y a un second plan de Ouais. renflouement prévu pour aider les banques qui étaient en perte en 2008. Et en fait, Bitcoin, l'idée, c'est de combattre un peu cette idéologie. T'as plus la planche à billets derrière, t'es plus capable de créer de la nouvelle monnaie pour aller sauver des personnes bonnes ou mauvaises, mais qui ont pris des risques et qui ont merdé et qu'aujourd'hui, avec le système qu'on a actuel, tu encours ces risques pour l'ensemble de la population. Tu mutualises les pertes. Mmh. Et l'objectif, c'était d'arrêter ça. Et si aujourd'hui, bah, les banques décident de l'accepter et qu'elles sont en perte et qu'il y a un plan de renflouement, en fait, l'État va devoir racheter du Bitcoin et en fait, ça va faire augmenter le prix parce que tu pourras pas en créer de nulle part. Du coup, ils vont juste se mettre une balle dans le pied. Du coup, pour moi, c'est déjà en fait un cheval de Troie qui est rentré dans le système. Et ensuite, il y a souvent des gens, par exemple, c'était Nicolas Dufresne qui disait oui, Bitcoin au début avait été créé pour justement dans ton interview avec lui, pour tuer les banques, pour arrêter ça. Mais au final, non, Bitcoin c'est séparer l'État de la monnaie, c'est arrêter que tu puisses avoir l'impression monétaire de nulle part ex nihilo. Et Bitcoin, au final, il répond à cet objectif. Les banques ont une utilité. Aujourd'hui, on l'a oublié parce qu'elles font plus grand-chose à part te permettre d'avoir des crédits qu'elles font spawner comme ça, sur lesquels elles prennent un intérêt. Mais à une époque, voilà, elles étaient un peu collaborateurs avec toi quand tu décidais de faire un placement. Elles prenaient le même risque que toi, en final. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et peut-être que grâce à Bitcoin, on va réintroduire ce côté sain du rôle de la banque, en fait. Avec des réserves à 100%. Ouais. Ce qui serait malheureusement une grosse erreur. Mais on en 100%. rediscute. Enfin, parce que on pourrait en parler des heures et Ah des ouais. heures et des heures, parce que c'est un sujet passionnant en plus, Ouais, bah qui nous, est vraiment super intéressant. on a un peu dit que le sujet récemment, justement. Comment? On a un peu approfondi le sujet Ouais, récemment, on s'était jamais trop posé ok. la question, et récemment, Vous êtes en train de lire quel livre là? c'était plus des articles. Des articles? Ouais, j'ai des articles, des Enfin, moi, je suis études. sur, en ce moment, je suis sur, Jesus Huerta de Soto, Ouais. là, je reprenais, mais bon, c'est un peu Monnaie, trop. crédit, et Non, cycle c'était économique? celui où il faisait vraiment une overview là de, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est École d'économie autrichienne. Autrichien, Vraiment ouais, basique, école mais d'économie trop, autrichienne. trop haut niveau. Mmh, Donc là, j'ai peut-être changé pour un Mm. truc plus. OK. OK, dernière question. Là, on a parlé beaucoup de Bitcoin, donc les pros et les maximalistes Bitcoin vont être contents. Et on m'a traité plein de fois d'anti-Bitcoin, ce qui est encore une fois pas le cas. Et je répète, j'ai essayé de jouer l'avocat du diable, hein. Mmh. Je suis pas forcément d'accord ou contre ce que j'ai dit. J'essaye voilà, d'être objectif entre guillemets. Après, c'était intéressant d'écouter vos arguments. Euh, on a parlé beaucoup de Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez des autres cryptos? Et notamment, bah, là, par exemple, j'étais avec une personne la dernière fois, une vidéo qui, est-ce qu'elle sortira avant, après, je sais pas. On parlait notamment de Monero. Et donc c'est le collectif Sortie de banque. Mmh. Je le salue s'il écoute cette vidéo. Je les salue, parce qu'ils sont plusieurs. Et parce que le Bitcoin a cette particularité que, même si on nous dit le contraire, censé être anonyme, c'est l'arme du Mmh. crime, ce qui est encore une fois, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, et évidemment faux, hein, la première, enfin, je dis pas que c'est pas impliqué dans des activités criminelles, toute monnaie peut a priori être impliquée dans des activités criminelles, c'est juste que la part est quand même minoritaire par rapport notamment à la monnaie fiat. La- Moi, je la- serais même plus inquiété s'il y avait plus d'activité criminelle sur Bitcoin, hein. Genre, ça serait que Bitcoin a raté. C'est-à-dire, Bah, c'est plus attractif pour les criminels, ça veut dire que Bitcoin est devenu censurable, est devenu
Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Mmh. c'est utilisé, mais ils ont pas vraiment un intérêt à l'utiliser de manière Ouais. disproportionnée parce Mmh. que t'es pas anonyme, Mmh. t'es pseudonyme. Et aujourd'hui, la députée européenne grecque, elle s'est pas faite, par le Qatar, elle s'est pas faite, Mmh. De leur hem, bitcoin, c'était elle avait de c'était une mallette de je sais ouais, pas ouais. combien de millions d'euros et pas de bitcoin, quoi. Ouais. On l'a pas vue se déplacer avec un ledger, bref. Heu, Est-ce que pour vous, il y a d'autres cryptomonnaies qui peuvent être intéressantes ou pas du tout? Ou est-ce que c'est vraiment que le bitcoin? Et donc il faut absolument, éviter les autres crypto-monnaies parce qu'on est quoi? On est à 20 000 cryptos aujourd'hui. Alors après en crypto, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a les tokens, il y a Mmh. les Ouais, c'est cryptos, ça. heu, il y a des cryptos natives, non natives. Est-ce qu'elles ont leur blockchain par la blockchain? Ça peut être brouillon et un peu chinois pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Aujourd'hui, en tout cas, on n'en a pas trouvé d'autres qui nécessitent qu'on y passe beaucoup de temps. On reste ouvert, s'il y a quelqu'un, je sais pas, durant une discussion, dans un bar ou je sais pas, qui commence à nous parler d'une autre crypto parce qu'il a mis, son life saving dessus, on va l'écouter, on va avoir des remords pour lui, On va le de la consoler. compassion. Mais pour l'instant, non, on n'a pas, il y a pas un projet en particulier. On s'était dit: «Tiens, ça a les propriétés ou quelque chose que Bitcoin n'avait pas résolu, Mmh. qui pourrait lui faire de l'ombre». Il y avait Monero dont tu parlais, où où là, les gens vont dire: «Oui, ça va permettre d'avoir davantage de le côté, Anonyme? anonyme, la vie privée». Mais en fait, ça implique aussi des problèmes. C'est qu'on en parlait avec des développeurs Bitcoin et on n'avait jamais totalement réalisé, l'énorme, problème que ça Mmh. cachait. C'est que vraiment si le réseau est complètement opaque, Mmh. en fait, tu peux plus l'auditer. Ouais, Tu peux même plus savoir en fait combien en fait dans Je Monero, tu connais sais pas pas la combien de sécurité. lignes de mmh, Monero. En fait, ils effectivement. sont juste, extrapolés du volume, du nombre d'utilisateurs qu'il y a, de son temps de vie. Mais en fait, comme c'est vraiment totalement opaque, tu sais pas ce qui se passe. Et si quelqu'un en fait un jour trouve une backdoor ou trouve un moyen d'en produire plus, tu sauras pas. Oui, donc en gros, c'est plus si tu veux être vraiment anonyme, sans te préoccuper en tout cas de sa valeur, quoi. C'est ça. En tout cas de son prix, on va C'est pour ça que moi j'ai peut-être une thèse là-dessus, c'est c'est Monero la en réserve layer fédérale. encore eux. Non, c'est que un concept, du coup de vrai cash anonyme à la Monero en layer 2 sur Bitcoin, why not? Ouais et du coup, ça aurait pu être intéressant également de parler du Lightning Network, alors que je vais vite Mmh. rebondir dessus. Est-ce que ça irait pas à l'encontre de la volonté de décentraliser le Lightning Network? Le fait de réintroduire quand même une certaine centralisation, Je suis pas un heu, grand fan de Vitalik, Buterin, l'inventeur d'Ethereum, mais il a quand même posé un concept qui est pas con. C'est le trilemme de la blockchain. C'est totalement, ouais. sécurité, décentralisation, scalabilité. Tu es toujours obligé d'en sacrifier un. Mmh. Pour l'instant, il y a personne, n'en déplaise à Ah non, qui que ce mais bien soit, sûr, ouais. aucun projet n'a réussi à résoudre ce problème. Comme le triangle de Mendel, je sais pas si vous connaissez, c'est pour la monnaie. On en reparlera avec les réserves 100 après si vous voulez. Mais du coup, personne n'a réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Ethereum n'est pas scalable, hein. C'était l'idée à la base de le rendre scalable. Ce n'est pas scalable, sinon on se ferait pas chier avec des layers 2. Maintenant, Bitcoin, on est conscient qu'on a sacrifié à 100% la scalabilité. Mmh. Bitcoin n'est pas scalable sur son layer 1. C'est une réalité, et tant mieux. Est-ce que Donc, c'est pas la après je pourrais faire rebondir, est-ce que c'est pas la problématique pour devenir une monnaie adoptée par tout le monde du coup? non, parce que réintroduire un... Parce que du coup, pour rebondir sur le Lightning Network, qui pour moi n'est pas la seule solution de scalabilité, Mmh. il faut pas oublier que Bitcoin a 15 ans, ça fait 5 ans qu'on commence à se dire, ah tiens, faut scale. En 5 ans, trouver une solution parfaite, bah franchement, si on l'avait trouvé, ce serait cool. Et en ça, le Lightning est déjà pas mal. Permet quand même déjà, pour lui l'avoir utilisé, et nous par exemple pour l'utiliser quasiment quotidiennement, c'est quand même un truc pas dégueu. Maintenant, oui, il y a des problématiques, on peut pas onboard toute la terre entière sur Lightning aujourd'hui, et sacrifier donc un peu de sécurité ou surtout de décentralisation au profit de la scalabilité. Moi, je suis pas contre si c'est mon portefeuille quotidien sur lequel je vais faire mes achats. Si, bah, du jour au lendemain, je me dis: «Bah, voilà, les 50 € que j'utilise au quotidien, ils vont disparaître pour une raison X ou Y», ce qui on est quand même loin de ce cas-là, c'est pas la mer à boire. Je suis prêt à faire ce trade-off, surtout si derrière, je sais que je possède du bitcoin, que je transacte en bitcoin. Mmh. Et il y a plein de solutions au-delà du Lightning. Il y a une solution qui s'appelle Arc, qu'on va pas détailler ici parce que je suis incapable de le faire, mais qui nécessiterait des updates sur bitcoin, donc elle peut pas être active aujourd'hui, mais qui est assez prometteuse. Il y a aussi des solutions, comme des solutions comme Fedimint, qui fonctionnent via des fédérations. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça fonctionne pas mal dans des communautés, dans des villages où tout le monde se «connaît» entre guillemets,
Mais par exemple, on va, je sais pas, tu dans une petite ville, il y a 100 personnes, tu vas créer ce qu'on appelle un wallet multi-signature, donc où chacun a une part des clés, Mmh. un wallet commun, où on va chacun déposer son bitcoin, donc chacun aura son solde en bitcoin, et là, on va transacter sur une seconde couche tous entre nous, et donc là, c'est vraiment, plus, moins dans une base de données toute simple, et à la fin, à tout moment, je peux Plus une chambre retirer. de compensation classique, C'est quoi. exactement ça, et ça marche. Aujourd'hui, c'est des solutions live qui fonctionnent. Et Et c'est justement l'introduction de ces chambres de compensation qui vient «recentraliser» entre guillemets par rapport à c'est la ça. volonté de Mais tu as business. toujours la possibilité d'exit le Mmh. système. Bien sûr, C'est la totalement. grande Et surtout, différence. c'est plus, cette fois, c'est comme on le dit, Bitcoin, c'est de l'or numérique et du coup, il y a l'information qui est en permanence, accessible et par exemple, dans une fédération, là, tu peux avoir un regard sur, l'état des comptes et tu peux à tout moment, voilà, exit ou, demander à avoir, voilà, est-ce qu'il y a encore, pour le cas de l'or, la parité entre mon billet et l'or? Parce que dans le cas de Fedimint, en fait, tu transactes plus avec les bitcoins qui sont vraiment Mmh. dans la réserve. En fait, ils créent un token avec une parité 1 pour 1 et après tu l'échanges avec ça. Oui, bien sûr, plutôt que Mmh. avant les banques, c'était un peu le même système, Mmh. hein. Quand il y avait, les talons or, c'est-à-dire plutôt que de déplacer ma once d'or, mon kilo d'or et cetera, je vais me déplacer avec un billet, je vais faire ça sur Mmh. un Mmh. jour, un an ou la durée, souhaitée. Puis à la Mmh. fin, chacun ramène ses billets. Ah bon, ben voilà, il y a l'or n'a jamais bougé, je C'est distribue ça. juste sous la forme de compensation, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché monétaire, hein, tous les jours, Mmh. tu as une chambre de com la chambre de compensation et tes réserves qui sont envoyées d'une banque à l'autre, Mmh. pas entre les banques, mais auprès de la banque commerciale qui a les comptes bancaires en entre guillemets des banques, de Mmh. la banque centrale C'est pardon, voilà. des banques, commerciales. Ouais, c'est ça, Mmh. parce qu'on crache beaucoup sur le billet et les fiat, mais c'est vrai que l'invention du billet était quand même très utile, hein. Bien À sûr, la bien base, sûr. c'était une très bonne idée. C'est juste que c'est en fait un défaut inhérent à l'or qui le rend où on peut pas vérifier les réserves et vérifier s'il y a la parité en temps réel, qui faisait que, c'est parti un peu en sucette. Mais aujourd'hui, si on réintroduit ça avec Bitcoin, vu que c'est vérifiable n'importe où, n'importe quand, on a peut-être, «résolu le problème» entre guillemets. Après c'est assez utopiste de le présenter comme ça, mais c'est vrai que cette possibilité d'exit à tout moment, c'est une différence fondamentale, en sachant qu'il y avait aussi un truc qu'on a oublié, c'est qu'après les États ont quand même interdit aux gens de posséder de l'or chez eux. C'est que tu avais Ah plus ouais, Roosevelt. voilà, tu plus l'alternative où tu pouvais te dire: «Bah, moi, le système là, j'ai pas confiance, je garde mon or et laissez-moi tranquille» et c'est ça toute la possibilité de Bitcoin. Enfin, moi, la beauté de Bitcoin et à chaque fois, c'est le truc que je trouve le plus important, c'est que Bitcoin, c'est le choix. Tu peux faire confiance, tu peux, utiliser ton bitcoin à la banque, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu as aussi le choix de le posséder et ça, c'est un truc qu'aucun autre outil te permet, de faire. C'est que j'ai le choix d'avoir mes bitcoins, de même rien avoir physiquement, d'avoir mes 12 ou mes 24 mots dans ma tête et pour me les enlever, il Ouais, va falloir se compliqué, lever hein. tôt. C'est compliqué, mais c'est faisable. Ah oui, c'est faisable. C'est Mmh. faisable. En tout cas, c'est toujours le choix. Voilà. Je peux prendre le risque de les perdre, mais personne ne pourra me les voler. Parfait. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Peut-être si pour continuer sur le fait que les autres cryptos, du coup, on n'y croit pas, c'est qu'aujourd'hui, la proposition de valeur initiale de Satoshi, on en a parlé, c'était ça et les gens ont l'impression qu'on a inventé la blockchain et que il y a une révolution blockchain et qu'on a découvert la blockchain à ce moment-là. C'est pas le cas. La révolution, c'est le consensus de Nakamoto, c'est-à-dire proof of work, blockchain et puis c'est déjà pas mal. Et on a réussi à créer un espèce de d'ovni qui s'appelle Bitcoin et qui marche. Et de là a découlé une hype des blockchains. Mais la blockchain, on l'a pas découvert là, ça fait depuis les années 70 que ça existe. Et c'était pas révolutionnaire du tout, ça marchait jamais. Et il existe aujourd'hui plein de services très centralisés de blockchain que personne n'utilise parce qu'en fait, une blockchain toute seule ne sert à rien. Et tous les projets, sans vouloir citer Ethereum et tous ceux qui essayent de copier Ethereum, oublient un truc, c'est que la proposition de valeur initiale, c'était la décentralisation, c'était de pouvoir échanger de la valeur de façon trustless. Et aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de construire par-dessus peut, dans 99,99% des cas, être remplacé par une base de données centralisée. C'est qu'à chaque fois, on en revient, ok, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'une blockchain pour échanger de la valeur avec ton truc? Et à chaque fois, on en arrive à, en fait, ce que tu veux juste créer, c'est une base de données que tout le monde peut consulter. Enfin voilà, ça s'appelle une base de données publique, comme il en existe des centaines de millions de partout. Et c'est pour ça que nous, on reste ouvert au fait que peut-être que quelqu'un va trouver quelque chose de mieux. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et il y a un dernier truc, c'est que aujourd'hui, on dit par exemple la finance décentralisée, ça permet de donner l'accessibilité à tous à la finance, c'est génial, machin. Alors déjà oui, mais ça permet surtout à tout le monde de se faire rect bien plus facilement qu'en finance. Ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, ce qui est fourbe là-dedans, c'est qu'en fait, tous ces projets et tout fonctionne parce que la législation est encore floue.
Mais demain, aujourd'hui, la finance décentralisée, les États veulent les arrêter, ils peuvent l'arrêter, hein. C'est vraiment pas, complètement sorcier de se dire, que tout ce qu'on considère aujourd'hui, décentralisé peut être arrêté. Parce qu'aucun des projets n'est vraiment décentralisé et qu'aujourd'hui, ils profitent d'un flou juridique qui certes, aujourd'hui, là, la mode des RWA, là, les Real World Assets, est intéressante parce que, bah, on se dit: «Tiens, je vais pouvoir tokeniser un truc, me l'échanger beaucoup plus facilement», mais c'est juste parce que l'État te le permet. Si demain, l'État ne reconnaît plus cette part de Bien sûr, propriété, tu possèdes que dalle. Et real world asset, blockchain, Ethereum, ce que tu veux ou quoi, c'est fini, c'est endgame. Donc on en revient toujours à l'intermédiaire de confiance, on en revient toujours à l'État, et donc on n'a résolu aucun problème. On a juste réussi à fluidifier via un flou juridique, parce que pour l'instant c'est des petits marchés et que tout le monde s'en fout. Mais le jour où les États vont s'en saisir, peut-être que ça va les aider à améliorer entre guillemets la fluidité des échanges, et donc il y aura quelque chose de positif à en tirer. Mais dans l'état actuel des choses, moi j'y crois pas une seconde. Ah, pour moi, un peu pour résumer, c'est que tous ces projets-là, ils ont réussi à faire, un coup incroyable. C'est de réussir à faire financer, par le particulier de la R&D pour des entreprises sans passer, par un cadre, légal, juridique. Juste, en fait, pour, permettre d'avoir des nouveaux systèmes d'information. Parce qu'en fait, c'est pour moi, toutes ces blockchains, c'est juste, des nouvelles bases de données améliorées qui va pouvoir être acceptées par les différents groupes, les différentes multinationales, même les banques, tu vois, pour mieux transacter la donnée, être peut-être plus sûrs de leur côté. Mais à la fin, en fait, le jeton, il servira à rien. Peut-être que Ouais. même il va être oublié ou ça sera juste une petite feature dans leur réseau. Mais t'auras de toute façon pas de titre de propriété sur quoi que ce soit. Et eux, ça va leur avoir permis de financer tout ce développement sans avoir mis un euro. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros amalgame qui est fait, et ça, je pense qu'on on n'insistera jamais assez là-dessus. Acheter le token d'une blockchain, c'est objectivement, c'est rien acheter, c'est du vent. On ne possède pas les parts de la fondation Ethereum, on ne possède pas les parts on ne possède pas une part de Vitalik Buterin ou d'une entreprise quelconque. C'est que demain, Ethereum peut être utilisé partout dans le monde. Si, enfin, vous possédez pas un droit de propriété sur quoi que ce soit, et il faut bien distinguer, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui utilisent la blockchain qui vont peut-être perdurer, mais le token peut disparaître. Et ça, le problème, c'est qu'il y a un gros flou qui est fait autour de là-dessus, et des fois, on amalgame ICO et IPO, mais ça n'a rien à voir. C'est une ICO, t'as pas un titre de propriété de la boîte qui a lancé le token. T'as un token qu'ils ont bien voulu te donner, et généralement, tu te fais dumper à la sortie. sur ces jolies paroles et tous ces escrocs qui nous entourent, je vous remercie pour votre intervention. Merci à toi. Si vous voulez rapidement expliquer donc en quoi ça consiste, How to Bitcoin, ça aurait été bien de démarrer par ça d'ailleurs. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vous laisse la parole. On est très mauvais pour décrire ce que c'est. C'est une sorte d'ovni. Ouais, en gros, bah, comme vous l'avez remarqué, on est passionné de Bitcoin. On pense toute la journée à ça. Ah ouais. Du coup, ça nous obsède un peu et en fait, il faut qu'on le partage. Et on a un site web, on a une chaîne YouTube où on va interviewer des gens aussi comme toi qui sont intéressés, qui passent aussi leur vie à y réfléchir. Et on apporte en fait cette vision là à la communauté, aux gens qui veulent voir nos vidéos. Du coup, on a déjà ça, on sort 2 vidéos par semaine et puis après on a aussi des articles qu'on fait avec, l'aide aussi d'un historien, de personnes qui sont passionnées aussi par le sujet, qui apportent, un peu ces visions, de l'école, d'économie autrichienne, l'histoire de la monnaie et puis, on a aussi un Discord là qu'on a lancé. Ça. Je te laisse le décrire. Non, bah, c'est un Discord sur lequel on a créé une communauté privée, mais je voulais juste revenir sur le fait que ouais, on a beaucoup basé nos contenus sur les interviews aussi, et qu'on essaie de donner la parole à tout le monde, que ce soit CEO de boîte, des gens, des grands financiers comme des humbles plebs, et voilà, on en sort une par semaine, et on a aussi un format de vidéo réaction, où on essaie de détruire des trucs qu'on n'aimerait pas entendre, qu'on essaie de faire de façon constructive, et voilà. Et on a un point, je pense, sur lequel on va se retrouver, c'est la liberté. Étant pareil, libertarien slash libéral, pour nous, aujourd'hui, le plus gros vecteur d'émancipation financière, mais du coup d'émancipation quasiment tout court, c'est Bitcoin. Et c'est par cet angle qu'on essaye d'attaquer le truc. Mmh. Écoutez, je vous remercie pour l'intervention et puis je souhaite une belle continuation. Merci. Et puis effectivement, le meilleur moyen, c'est le débat, c'est de discuter, pas se taper sur la gueule parce qu'il y a cette guerre comme ça. Et ce serait quand même Effectivement. dommage, vaut mieux débattre intelligemment plutôt que de se taper dessus. Mmh. Mmh. Et bon,
C'est un vaste sujet, la monnaie, de Effectivement. manière générale. Vous me donnerez les liens, je les laisserai sous la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite. Merci beaucoup Merci à toi. Merci à toi. C'était un et je plaisir. vous laisse regarder cette Ouf. jolie vue.